Bonjour à tous. Donc, je suis Liliane Jansoro, chercheure au laboratoire Eau et Environnement de l'IFSTAR à Nantes. L'IFSTAR, c'est un institut de recherche, donc Institut français des sciences et technologies pour le transport, l'aménagement et les réseaux. Je suis également membre de l'IRSTV, ici, qui est l'institut de recherche pour les sciences et technologies de la ville. Donc, l'étude dont je vais vous parler ce matin a débuté dans le cadre d'un projet soutenu par une agence nationale, l'ANR, dans le cadre d'un projet Chassure portant sur les jardins collectifs. Et les derniers résultats ont été obtenus dans le cadre d'un nouveau projet sur les pollutions diffuses en milieu urbain et qui est financé par la région Pays de la Loire. Donc, je vais vous parler de la variabilité des sols dans les jardins collectifs en termes de pollution en éléments traces métalliques et de l'impact de la présence de ces éléments traces dans les sols sur les teneurs dans les légumes. Donc, tout d'abord, les jardins collectifs. Donc, dans cette présentation, en termes de jardins collectifs, la notion a été abordée juste avant. Ce sont principalement des jardins familiaux. Donc, ça a été dit précédemment. Il s'agit de jardins qui ont une nouvelle vie en quelque sorte actuellement. Donc, ces jardins familiaux ont un enjeu global parce que de plus en plus, ils se développent dans les villes. Donc, on a un développement de ces espaces verts dans les villes vis-à-vis d'une population qui est de plus en plus urbaine. Donc, cette population de plus en plus urbaine est à la recherche de nouveaux espaces de vie en collectivité, d'espaces récréationnels. Et également, ces jardins vont participer à l'apport, ces jardins vont apporter des compléments au niveau du panier, au niveau de la famille. Donc, ce sera une nouvelle ressource alimentaire au niveau des familles. Toutefois, ces jardins, du fait de leur implantation, donc anciennement, comme ça a été dit, ce sont des anciens jardins ouvriers, donc souvent placés au niveau d'anciennes activités industrielles, de zones artisanales. On les retrouve au niveau des délaissés, près des zones de communication. Et ces implantations sont bien souvent source d'apport de polluants. Donc, on se retrouve dans certains cas de jardins face à des jardins présentant des sols avec des teneurs en polluants. Donc, cet enjeu global, on peut le décliner au niveau local, notamment au niveau de la ville de Nantes. Donc, au niveau de la ville de Nantes, on a près de 26 jardins familiaux, donc d'autres jardins qui sont en cours d'installation, en cours de développement. Et la ville de Nantes a pu, dans certains cas, détecter des contaminations dans le cadre de projets d'aménagement. C'est notamment le cas dans l'aménagement de la ZAC du Bout des Landes Bruyères à Nantes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de cet aménagement, donc la ZAC se trouve ici, sur la gauche. Dans le cadre de cet aménagement, il y a eu un diagnostic de sol avant l'implantation des maisons. Et il y a eu une mise en évidence de teneurs significatives en éléments polluants, donc l'arsenic et le plomb. Et de ce fait, la ville a demandé qu'il y ait un contrôle de la qualité des jardins familiaux qui se trouve juste à côté. Donc, c'est le jardin des Églantiers qui se trouve à proximité. Donc, la ville a demandé à ce qu'il soit fait également une analyse de sol au niveau de ce jardin. Donc, suite à ça, les investigations précédentes ayant montré qu'il y avait également une contamination en arsenic et en plomb sur ce jardin des Églantiers, la ville a passé commande notamment au niveau des chercheurs de l'IRSTV, dont j'ai parlé juste avant, pour une analyse de la qualité chimique des sols de jardin, déterminer l'origine de ces éléments que l'on retrouvait dans le sol, donc notamment l'arsenic et le plomb, donc on avait retrouvé du cuivre et du zinc également, et puis d'évaluer l'accumulation de ces éléments dans les végétaux. Donc, au-delà de cet aspect investigation, détermination des teneurs, soit dans les sols ou dans les plantes, les chercheurs ont pu participer également à la définition de plans de gestion face à cette contamination dans les sols. Donc, les jardins dont je vais parler là maintenant, je vais présenter juste 3.
Donc le jardin des Batignolles, le jardin de Contry et le jardin des Églantiers. Donc en termes de répartition, on a une répartition, localisation au niveau de l'agglomération autour de la ville de Nantes, soit au nord, soit au sud. Les superficies vont de 10 000 m² jusqu'à 23 000 m². En termes de nombre de parcelles, on a une variabilité, on va de 39 à 95 parcelles. Et la géologie, ce qui est très important pour nous en termes d'investigation pour comprendre l'origine de la pollution dans le sol. Donc on a pour Batignolles et les Églantiers une roche plutôt ce qu'on appelle des limons et des micaschistes. Et puis sur Contry, on a plutôt une roche granitique. Maintenant, je vais vous parler de la méthodologie pour les sols et méthodologie pour les végétaux. Donc, pour les sols, on a établi ce qu'on appelle une stratégie d'échantillonnage aléatoire, c'est-à-dire qu'on a préféré prendre des points un peu de façon non homogène sur le jardin. On a travaillé plutôt sur la couche de surface, 0,20 cm, qui est plutôt la couche qui est travaillée par les jardiniers. On a effectué une quantification in situ, c'est-à-dire sur place. Il n'y a pas eu de prélèvement. L'analyse s'est faite sur place dans le jardin à l'aide d'un appareil qu'on appelle un spectromètre de fluorescence X portable, donc qui se trouve ici. Donc cet appareil permet d'avoir une mesure quasi instantanée en termes de teneur en éléments métalliques dans le sol. Donc ici, je vais présenter une vue sur un jardin, donc avec différents points. Sur un point donné dans une parcelle, quand il s'agissait des teneurs homogènes, soit on a prélevé, comme dans le cas qui est ici, on a prélevé à différents endroits d'une parcelle une certaine quantité de sol qu'on a ensuite mélangé, on a fait l'analyse dessus. Là, il s'agit de ce qu'on appelle un mélange composite. Et là, c'est dans le cas où on se rend compte que sur le jardin, on a des teneurs qui sont beaucoup trop variables. Donc, ça permet d'avoir une image de l'ensemble, en termes de teneur, de l'ensemble de la parcelle. Donc ça, c'est une première phase de l'investigation teneur dans le sol. La deuxième phase, ça a été de faire des profils de sol. Donc à l'aide d'une tarière, on a fait des prélèvements le long en profondeur de la surface jusqu'à une certaine profondeur, notamment essayer d'atteindre la roche sous le sol. Et donc on a fait des analyses le long de ce profil de sol, donc comme ici. Et chaque point chaque position pour chaque analyse a été relevée à l'aide d'un GPS. Dans le cas des légumes, on a fait un échantillonnage de légumes, feuilles, racines, dans les parcelles où on avait noté des teneurs élevées en plomb. Donc j'ai mis quelques exemples de légumes, donc carottes, betteraves, choux, salades, poireaux, en fonction de ce qu'il y avait de présent sur la parcelle au moment où il y a eu l'investigation. Et ensuite, il y a une détermination des teneurs, notamment en plomb, dans ces légumes. Donc en termes de résultats, je vous présente ici des cartographies, donc les résultats d'analyse de sol. Donc on les a produits sous forme de cartographie. Donc ici sont présentées les cartographies pour Batignolles, Contry et les Églantiers. Et on fait ressortir notamment, ces cartographies font ressortir notamment des anomalies en plomb, avec des teneurs en plomb dans le sol au-delà de 100 mg par kilo. Donc sur Batignolles, on a juste quelques parcelles avec des teneurs élevées en plomb. Sur Contry, on a plus de la moitié sud du jardin contaminé. Et sur les Églantiers, c'est la moitié est du jardin qui présente ces teneurs élevées en plomb. On a pu détecter d'autres éléments comme l'arsenic, le cuivre et le zinc. Donc là, c'était la première étape de cartographie pour avoir une répartition de ces teneurs dans le sol. Maintenant, pour affiner la recherche et avoir une information sur l'origine de ces polluants, notamment du plomb dans le sol, puisque c'est lui qui est ressorti en majorité. Donc là, je vous présente les résultats pour les profils. Donc là, c'est le cas de Batignolles et de Contry.
On voit l'évolution de la concentration en fonction de la profondeur. Et ce qu'on note, c'est qu'on a des concentrations effectivement supérieures à 100 mg par kilo. Et on a pu constater en analysant ces sols qu'on retrouvait des matériaux anthropogéniques, donc type noir-rouille et puis d'autres types de matériaux. Et il faut se rappeler que ce jardin, notamment le jardin de Batignolles, avait comme implantation une zone industrielle, puisqu'anciennement c'était un jardin ouvrier, qu'en plus il se trouve dans une zone avec du remblai. Donc cette implantation peut être à l'origine de la présence de ces matériaux dans le sol et donc à l'origine de la teneur en plomb que l'on a pu observer. Par ailleurs, on s'est rendu compte que la pratique culturelle des jardiniers pouvait également être source de contaminants dans le sol, puisque certains jardiniers sont amenés à utiliser des scories. Donc les scories, ce sont des déchets issus des activités de type métallurgie qui apportent certains éléments dans le sol pour permettre théoriquement un meilleur développement de la plante comme fertilisant. Et donc, cette pratique culturelle peut être également à l'origine de polluants dans le sol. Donc là, dans ce type de jardin, Batignolles et Contry, on est face à une anomalie, à des anomalies notamment vis-à-vis du plomb, d'origine anthropogénique, donc liée à l'activité de l'homme. Maintenant, je vous présente le cas des églantiers. Donc pareil, l'évolution des teneurs en plomb dans le sol avec la profondeur. Donc ici, on arrive jusqu'à ce qu'on appelle la roche-mère. Donc c'est la roche qui permet la formation du sol par-dessus. Donc on est au niveau de la roche ici et ici. Donc on se rend compte que on a des teneurs élevées sur la couche de surface qui est travaillée par les jardiniers ici et ici dans le cas de ces deux parcelles. On se rend compte qu'on a notre roche-mère qui est très proche de la couche travaillée par les jardiniers et qui présente également des teneurs élevées en plomb. Contrairement à cette parcelle où on voit qu'on a une teneur relativement faible en surface et une roche-mère présentant des teneurs en plomb très faibles. Donc, l'hypothèse qui est émise, et finalement l'analyse le confirme, c'est qu'on a des teneurs en plomb qui sont élevées quand la roche-mère est proche de la surface. Et en fait, la conclusion, c'est que ce sol, dans ces parcelles-là, le sol de surface, s'est développé sur ce qu'on appelle les micaschistes. Donc, j'avais présenté la géologie au début, quand j'ai présenté les jardins. Donc, ces sols se sont développés sur des micaschistes qui contiennent des veines, donc des zones bien particulières qui sont riches en plomb. Et donc, le sol développé sur ces roches, ces sols se sont enrichis en plomb. Donc, dans cette situation, dans le cas particulier des églantiers, on est face à une teneur en plomb dans le sol qui a une origine géologique, c'est une origine naturelle. Donc, on est face à des anomalies géogéniques. Maintenant, je vais vous présenter les résultats pour les légumes. Donc, dans le cas de Contry et des églantiers, donc là, ce sont les teneurs en végétaux, donc qui ont été prélevés sur ces deux jardins. Donc, les résultats sont présentés ici. Donc, en bleu, pour bien comprendre le graphique, donc en bleu, ce sont les teneurs dans les végétaux, et en rouge, les teneurs dans les sols. Donc, pour les carottes, le poireau, la betterave, la laitue, le chou, pareil de l'autre côté. Donc on s'en rend compte qu'on a... Alors je vous ai mis ici en rouge les seuils réglementaires édités par l'Europe, et on se rend compte qu'on a plusieurs légumes qui présentent des teneurs dans la partie comestible supérieures à ces seuils réglementaires. Donc à la fois ici et ici. Et l'autre particularité, c'est que les teneurs en plomb qui sont supérieures au seuil réglementaire ne sont pas forcément corrélées à la teneur en plomb que l'on a dans le sol. Puisqu'au niveau de la carotte ici, on a par exemple des valeurs supérieures au seuil ici,
qui n'ont rien à voir, avec une teneur en sol qui est beaucoup plus importante, avec ici une teneur dans le sol qui l'est beaucoup moins. Donc il n'y a pas de corrélation directe. On suppose qu'il y a une variabilité en fonction de la maturité, de l'espèce, etc. Ou de la variété qui est utilisée au niveau de la culture. Donc, les teneurs en plomb dépendent des espèces. Et on se rend compte qu'en fait, on est autour de 70% des résultats obtenus qui sont supérieurs à ce seuil réglementaire édité par l'Europe. Donc, suite à ça, et je prends le cas des églantiers, qui a été l'un des premiers jardins investigués. Donc, en termes de plan de gestion, pour faire face à cette culture de légumes présentant pour faire face à ce sol présentant des teneurs en plomb élevées. Donc, initialement, quand il y a eu les premiers résultats, la ville de Nantes avait émis une interdiction de cultiver pour certains légumes sur l'ensemble du jardin. Et grâce à cette étude, il y a eu une nouvelle cartographie des teneurs plus fine, donc ce que je vous ai présenté tout à l'heure, et donc la ville a pu mettre en place un nouveau plan de gestion qui est présenté ici. Et cette fois-ci, on a pu préserver la culture sur plus de la moitié du jardin. Donc la culture autorisée de ce côté-là, et puis la culture interdite de ce côté-là. Mais sur cette partie où la culture a été interdite, il y a eu un nouveau plan de gestion pour aménager le jardin et permettre une nouvelle culture sur cet espace. Donc, ce qui a été fait, c'est que la ville de Nantes a apporté un nouveau sol sur près d'1 mètre d'épaisseur avec une grille de séparation pour permettre aux jardiniers de reprendre en main leurs parcelles et de travailler sur leurs parcelles. Il y a eu certaines conséquences au niveau sociétal, si on peut dire ça comme ça. Donc, il y a certains jardiniers qui sont partis de la parcelle et qui ont accepté d'être orientés sur d'autres parcelles, et il y en a d'autres qui ont complètement quitté le jardin. Donc, avec cet aménagement, on a eu donc cet apport de terre sur une partie et un nouvel usage qui a été installé sur le jardin, c'est l'installation d'une partie verger sur 1/3 du jardin. Donc ça, c'est une première étape sur le jardin des églantiers. Donc je continue sur le jardin des églantiers. Donc la ville a mis à disposition des chercheurs 2 parcelles, donc 2 parcelles qui ont été laissées en l'état, contaminées, pour qu'il y ait un test en termes de gestion in situ de la pollution. Donc l'idée, c'était de mettre en association une plante accumulatrice qui permet d'extraire le polluant, donc extraire le plomb, et cultiver cette plante en même temps que des légumes exclusifs, c'est-à-dire des légumes qui limiteraient l'accumulation, qui limiteraient le passage du plomb dans les parties, notamment les parties comestibles. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place sur le jardin avec la mairie et avec l'association des jardiniers. C'est ce qu'on a appelé, nous, un dispositif participatif, puisque les jardiniers de ce jardin ont participé activement à la mise en place du système et ont participé à la culture et à l'entretien des différentes placettes qui ont été mises en place pour l'étude. Donc l'objectif, c'était de développer un système cultural qui permet le maintien de l'usage du jardin tout en extrayant le polluant. Donc on a eu 2 modes de culture testés, ce qu'on a appelé la coculture et la rotation, avec la plante accumulatrice qui est la moutarde brune. Donc la coculture, c'est que la plante extractrice est cultivée en même temps que le légume, et en rotation, on va planter le légume une saison, la saison suivante on va planter la moutarde brune, et ainsi de suite au fur et à mesure. Donc ici, je présente le dispositif. Donc 2 parcelles ont été associées et sur ces deux parcelles ont été divisées en ce que nous on appelle des placettes. Donc j'ai remis cette image-là pour présenter un petit peu ce qu'on a refait en termes de cartographie chimique pour avoir plus finement les différentes teneurs en plomb sur cette parcelle. Donc on est bien sûr des teneurs au-delà de 100 mg par kilo, avec certains endroits un peu plus élevés, autour de 200 mg par kilo.
Donc, plus précisément maintenant, le dispositif. Donc, on a cultivé de la tomate, du chou, de la pomme de terre, poireaux et carottes, avec des placettes témoins, donc avec une culture classique, et puis les placettes en rotation et les placettes en coculture, qui est appelée ici rotation, et puis des jardiniers qui ont participé à la culture des différentes placettes. Donc ici, c'est juste une photo dans le cas des tomates pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, en association, on a un mélange de la moutarde brune avec la tomate. Ici, on est en rotation, donc là, on est en phase où on n'a que de la tomate, on n'a pas de moutarde brune. Et puis un peu plus loin, on a la parcelle témoin qui est cultivée traditionnellement. Premier résultat sur cette gestion in situ. Donc j'ai remis les seuils réglementaires édités par l'Europe, plus finement cette fois-ci pour la tomate et la pomme de terre et pour le haricot. Et on se rend compte finalement que pour la tomate, la pomme de terre et le haricot, donc les concentrations ici dans les légumes, donc ne sont pas ou ne dépassent pas ces fameux seuils de 0,1 pour la tomate et la pomme de terre et 0,2 pour le haricot, sauf pour 2 points, ici et ici, mais on met en doute ces résultats-là en lien avec la maturité des prélèvements de haricots à ce moment-là. Donc on est face à des légumes qui présentent une faible accumulation en plomb dans les parties qui peuvent être consommées. Donc même résultat présenté pour le chou et le poireau, donc le seuil réglementaire à 0,3 est pareil, on a une faible accumulation pour le chou et le poireau dans les parties consommables. Donc là, j'ai présenté la partie légumes, mais je peux aussi vous présenter la partie d'intérêt pour l'étude, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à extraire le plomb par la plante accumulatrice. Donc j'ai choisi de vous présenter ce résultat-là quand même. Donc on a la partie aérienne, les teneurs en polluants dans la partie aérienne, les concentrations dans la partie racinaire, et on se rend compte finalement que notre plante, dans ces conditions, elle a un pouvoir extractant qui est relativement faible par rapport à ce qui est classiquement retrouvé dans la littérature scientifique. Donc là, on a certaines questions qui sont soulevées en termes de type de pollution, parce qu'on est finalement sur une anomalie géogénique, comme présenté précédemment, relativement faible par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la littérature, où là, ce sont des contaminations plutôt de nature anthropique. Donc il y a une différence de contamination, une différence en termes de type de comportement du polluant dans le sol. Et puis, souvent, ce sont du plomb qui a été apporté pour des tests. Donc, se pose la question de la réelle efficacité de la plante vis-à-vis de cette étude pour ce type de contamination. Et puis en complément, il y a eu un petit test qui a été fait, c'est de déterminer la teneur en plomb dans les différentes variétés de tomates qui avaient pu être testées pour une expérimentation complémentaire. Donc là est présenté les teneurs en plomb dans les feuilles de tomates pour différentes variétés, et on se rend compte qu'on a des variétés qui ont un comportement un peu différent et qui présentent des teneurs en plomb équivalentes voire supérieures aux teneurs en plomb qu'on peut retrouver dans les parties aériennes de la moutarde brune, notamment la cornue et la marmande. Donc la question s'est posée de savoir si la tomate pouvait être un candidat potentiel pour faire de la phytoextraction. Donc ce sont des tests qui seront effectués un peu plus tard. Donc en termes de conclusion, pour l'analyse des sols et des légumes, donc on se rend compte qu'on a des anomalies en plomb dans les sols de surface des jardins qui ont été investigués, donc notamment des teneurs en plomb qui sont supérieures à ce qu'on retrouve naturellement dans la région nantaise, avec
des contaminations anthropogéniques, donc liées à l'activité humaine, mais également des anomalies qui sont naturelles, liées à la nature du sol. Dans le cas des légumes qui ont été prélevés sur ces jardins investigués, on retrouve une accumulation de plomb dans certains légumes, que ce plomb, il arrive à passer dans les légumes, que l'on soit face à une anomalie anthropogénique, et même dans le cas de l'anomalie naturelle. Et puis, dans le test de gestion in situ, finalement, la culture soit en association, soit en rotation des légumes avec la plante accumulatrice, on se rend compte qu'on a une faible accumulation des légumes une faible accumulation du plomb dans les légumes. Donc, comme je vous l'ai dit à l'origine, donc cette étude a débuté dans le cadre de projet ANR. Donc, le financement, c'était l'Agence nationale pour la recherche. En termes de participants à l'étude, donc il y avait les chercheurs de l'IRSTV. Donc, au niveau de l'IRSTV, c'est le BRGM, le laboratoire Eau et Environnement d'où je viens, l'Université de Nantes et l'OSUNA, au niveau de l'Université de Nantes également. Et puis un remerciement pour la ville de Nantes, notamment Marie-France Ringard, des Espaces Verts, du service des Espaces Verts, qui a permis la mise en contact et avec les jardiniers et la mise à disposition des différents jardins pour l'étude. Et puis l'Agence régionale pour la santé des Pays de la Loire. Et puis, pour conclure, le projet, l'aspect investigation sur les pollutions continues dans le cadre du projet Pollusol pour l'étude sur les pollutions diffuses au niveau du milieu urbain et notamment tout ce qui est continuum terre-mer, donc de la terre jusqu'à la mer. Je vous remercie.